Saviez-vous que les 33 degrés de la franc-maçonnerie ne sont pas une religion, ni un parti politique, mais une architecture invisible destinée à transformer l'homme lui-même? C'est là le paradoxe le plus dérangeant. Ceux qui cherchent un pouvoir extérieur se trompent, car le véritable chemin n'élève pas vers un trône, mais plonge dans une descente méthodique à l'intérieur de soi. Pourtant, derrière chaque symbole, chaque geste codifié, se cache l'ombre d'un autre langage, un langage que l'on dit interdit aux profanes. Depuis 3 siècles, les rituels maçonniques intriguent les historiens et nourrissent les légendes. Les archives mentionnent des loges à Londres dès 1117, mais leurs racines plongent plus loin, dans les confréries d'architectes médiévaux, dans les guildes de bâtisseurs de cathédrales, et même dans les traditions hermétiques de l'alchimie. Si l'on suit ce fil, on découvre un projet qui dépasse la simple morale. Les degrés forment une échelle. Chaque marche exige discipline, silence et mémoire. Chaque pas élargit la responsabilité de l'initié, non pas envers un maître terrestre, mais envers un ordre invisible. 3 idées structurent cette ascension: la connaissance de soi, la discipline intérieure et le service au collectif. Un franc-maçon qui monte en degrés n'accumule pas des titres, il accumule des fardeaux. Chaque nouveau serment resserre les chaînes de la conscience, rappelant que l'ego doit être maîtrisé et que la parole donnée ne se reprend pas. C'est pourquoi l'entrée dans la loge ne commence pas par un triomphe, mais par une épreuve, la perte de repères. Le premier degré, celui d'apprenti, est marqué par le symbole de la pierre brute. Elle représente l'homme encore imparfait, contraint d'apprendre le silence et l'humilité. L'apprenti travaille dans l'ombre, interdit de commenter, réduit à écouter et à observer. Ce mutisme n'est pas une punition, mais un miroir. Il apprend que la parole est une arme qui peut détruire s'il ne la contrôle pas. Déjà, un premier paradoxe se dessine. Celui qui se tait découvre que le langage des symboles parle plus fort que celui des hommes. Le second degré, celui de compagnon, introduit la logique et la science. Ici apparaissent les outils de l'architecture. Le compas, l'équerre, la règle. On n'élève plus seulement un temple de pierre, mais un édifice intérieur. L'initié apprend que chaque pensée est une pierre posée dans la construction de son esprit et que chaque erreur laisse une fissure. La discipline devient intellectuelle. Chercher, comparer, juger. Mais une question inquiétante surgit déjà. Qui a conçu ce plan? Est-ce que seulement une pédagogie ou bien l'ombre d'un projet plus ancien dont les bâtisseurs modernes ne sont que les héritiers inconscients? Enfin, le 3e degré, celui de maître, confronte directement l'homme à la mort. La légende du maître Hiram, architecte du temple de Salomon, assassiné pour n'avoir pas livré son secret, est racontée non comme une fable, mais comme une mise en garde. Le maître comprend que le temps est compté, que chaque œuvre doit être achevée avant que la mort ne frappe. Les symboles changent. Cercueil, acacia, marteau. Ici, la conscience de la finitude se mêle à l'idée de transmission. Un maître n'est pas un souverain. Il est un homme qui sait qu'il disparaîtra, mais que son œuvre peut survivre à travers d'autres. À ce stade, le langage maçonnique reste encore lisible, presque rationnel. Discipline, morale, méditation. Mais ceux qui se sont arrêtés là se trompent. Ces 3 premiers degrés ne sont qu'une enfance spirituelle, un apprentissage de la respiration et du regard. C'est derrière eux que commence véritablement la descente dans le labyrinthe.
car au 14e degré, dit-on, l'initié ne contemple plus des symboles, mais les vit. Les témoins parlent de rêves insistants, de voix chuchotées dans le silence des loges. Certains affirment que les mathématiques sacrées évoquées dans les rituels ne sont pas seulement des abstractions. Elles tracent un plan, une géométrie qui répète celle des étoiles. Une architecture invisible, mais rigoureuse, se dessinerait derrière chaque degré, reliant l'homme à un ordre cosmique dont il n'a pas conscience. La vérité est simple et glaçante. Si les premiers degrés ressemblent à une école morale, c'est parce que l'élève n'est pas encore prêt à voir le reste. Les archives insistent sur ce point. La majorité des initiés ne dépasse jamais la 3e marche. Les autres, une minorité silencieuse, s'avancent vers des étapes où la justice devient implacable et où l'ombre du temple intérieur se confond avec celle d'un temple invisible. Ce n'est donc pas une échelle sociale, mais un gouffre spirituel. Et plus on descend, plus l'air devient rare. Les profanes croient que la franc-maçonnerie est un cercle d'influence politique. Ceux qui ont vu plus loin savent qu'il s'agit d'un piège plus subtil, une machine qui ne fabrique pas des rois, mais des hommes transformés, parfois brisés. Et pourtant, ce n'était que le commencement. Un ancien manuscrit conservé à Édimbourg raconte qu'un apprenti, au XVIIIe siècle, aurait quitté sa loge en hurlant, affirmant que son marteau avait frappé seul dans l'obscurité. Était-ce une hallucination, un délire dû au poids du serment, ou le signe que les outils maçonniques, apparemment inoffensifs, ne sont pas que des symboles, mais des vecteurs d'un langage invisible? Ce témoignage, longtemps considéré comme apocryphe, illustre une idée plus dérangeante. Dès les premiers degrés, l'homme croit manipuler des instruments, mais ce sont peut-être les instruments qui le façonnent. Les degrés 1 à 3 que nous avons évoqués forment le seuil, mais la progression véritable commence avec ce que l'on nomme les grades capitulaires, du 4e au 14e. Cette séquence constitue l'ossature morale et intellectuelle de la franc-maçonnerie. Ici, l'initié n'est plus un simple élève, il devient gardien. Gardien de secrets, de principes et surtout d'un ordre dont il ne perçoit encore que la silhouette. Au 4e et 5e degré, l'accent est mis sur la fidélité absolue. Garder le silence, ne pas trahir, porter le poids d'une vérité qu'on ne peut révéler. Les rituels insistent sur le serment, répété jusqu'à l'épuisement, comme une formule qui s'imprime dans le corps. Celui qui faillit n'est pas seulement un parjure, il est un maillon brisé, et la chaîne entière menace de s'effondrer. Certains documents d'archives mentionnent même des sanctions symboliques qui évoquent une justice impitoyable. Au 6e et 7e degré apparaît la notion de justice impartiale. L'initié est mis en scène comme un juge qui doit décider sans passion, sans haine, mais avec une sévérité froide. Ce passage est redouté, car il confronte chacun à sa propre capacité d'être incorruptible. Les loges parlent d'examen où les questions ne concernent pas seulement la morale, mais des dilemmes impossibles. Condamner un innocent pour sauver une multitude, ou protéger un traître au nom de la compassion. Les réponses ne sont pas notées sur un papier. Elles sont inscrites dans la mémoire de ceux qui assistent au rituel. Puis vient le 8e degré, où l'initié apprend l'organisation du chantier. Officiellement, il s'agit d'apprendre à gérer une œuvre collective. Officieusement, il s'agit de comprendre que le temple n'est pas seulement de pierre, mais qu'il est vivant. Chaque pensée, chaque acte devient une pierre posée.
Certains initiés racontent avoir rêvé de cathédrales en construction, où les murs se bâtissaient seuls, au rythme de leurs battements de cœur. Les 9e, 10e et 11e degrés plongent dans un territoire plus sombre, la lutte contre la trahison. L'initié est confronté à l'idée que la corruption naît toujours de l'intérieur. Les rituels mettent en scène des conspirations, des jugements, parfois même des exécutions symboliques. Ce n'est pas une simple leçon, c'est une immersion dans l'ombre de l'humanité. L'homme découvre que la fraternité n'est jamais pure. Elle est fragile, menacée en permanence par la cupidité et l'orgueil. Du 12e au 14e degré, la symbolique se transforme. On ne parle plus seulement de justice ou de discipline, mais de géométrie sacrée. Le temple devient le miroir du cosmos. Les initiés tracent des figures, étudient les proportions, apprennent que les nombres ne sont pas neutres. Certains textes parlent du nombre d'or, d'autres de polyèdres mystérieux. L'idée sous-jacente est que l'univers entier est une architecture et que comprendre cette architecture, c'est comprendre sa propre âme. Mais derrière ce discours se cache une inquiétude. Si le cosmos est un temple, qui en est l'architecte? Et que veut-il des hommes? À ce stade, l'initié est censé être plus qu'un homme discipliné. Il est un gardien du plan. Le plan d'un temple invisible, dont chaque symbole rappelle une pièce manquante. Le carré et le cercle ne sont plus seulement des formes géométriques, mais des portails, des rappels codés d'un ordre supérieur. C'est ici que certains commencent à fléchir. On trouve dans les archives de loges du 19e siècle la mention d'hommes qui, arrivés au 14e degré, se sont retirés brusquement, prétextant une maladie ou une crise de conscience. L'explication officielle parle d'épuisement moral, mais les notes personnelles de certains frères évoquent autre chose. Des rêves récurrents, la sensation d'être observé, des chiffres qui apparaissaient spontanément sur les murs de leur maison, comme si les symboles, une fois appris, refusaient de se taire. Les 14 premiers degrés forment ainsi un socle, une école stricte, mais aussi une prison mentale. Ils transforment l'homme en un instrument capable de porter plus de poids qu'il ne le croyait possible. Mais ce poids a un prix. Il sculpte non seulement la raison, mais aussi les cauchemars. Et pourtant, ce n'était qu'une préparation. Car à partir du 15e degré, la franc-maçonnerie cesse de se présenter comme un exercice de morale ou d'architecture intérieure. Elle devient un récit d'exil, de retour et de sacrifice. Et c'est dans cette histoire que le voile commence à se déchirer. Un témoignage daté de 1662 raconte l'histoire d'un homme arrivé au 18e degré. Dans une lettre retrouvée dans les archives d'une loge lyonnaise, il écrit « Cette nuit, j'ai été placé dans un cercueil, et lorsque la planche s'est refermée sur moi, j'ai cru réellement mourir. Quand on m'a relevé, je n'étais plus le même. J'avais laissé une partie de moi dans l'obscurité. » Ce document, considéré par certains comme une métaphore, par d'autres comme une expérience réelle, illustre parfaitement la rupture qui marque la 3e séquence de l'initiation. À partir du 15e degré, l'initié n'est plus seulement un bâtisseur de temples intérieurs. Il devient acteur d'un récit dramatique, celui de l'exil, du retour et du sacrifice. Le langage cesse d'être abstrait et se transforme en une pièce de théâtre où l'homme joue le rôle principal, parfois victime, parfois juge. Le 15e degré s'inspire du retour des Juifs de Babylone.
L'initié incarne ceux qui, après avoir connu la servitude, reprennent la route pour reconstruire le temple. Mais derrière le récit biblique se cache une leçon plus vaste. L'homme est toujours en exil, prisonnier de ses propres chaînes intérieures, et son devoir est de les briser pour reprendre possession de son être. Les rituels décrivent ce moment comme une délivrance, mais aussi comme une confrontation avec la peur la plus intime, celle d'être à jamais étranger dans son propre monde. Le 16e degré prolonge cette logique. Il s'agit d'apprendre à gouverner un ordre restauré. Officiellement, le rituel célèbre la justice et la loyauté. Officieusement, il confronte l'initié à un dilemme. Une fois la liberté retrouvée, que faire de ce pouvoir? L'homme qui revient de l'exil peut devenir libérateur ou tyran. Les symboles placés devant lui, balance, épée, couronne, ne sont pas neutres. Ils rappellent que toute renaissance contient une menace, celle de reproduire les erreurs du passé. Puis surgit le 17e degré, celui du chevalier d'Orient et d'Occident. Ici, la dramaturgie se déploie dans toute sa force. L'initié se trouve au carrefour de deux mondes, entre l'Est qui symbolise la tradition et l'Ouest qui incarne l'espoir. On lui enseigne la lutte contre le fanatisme, mais le rituel lui fait aussi vivre la tension insupportable de deux forces contraires. Dans certaines loges, ce degré est associé à une épreuve où l'initié doit traverser un espace plongé dans le chaos, cris, bruit de bataille, éclairs de lumière, pour symboliser le conflit entre les idéologies. Ce passage est souvent décrit comme éprouvant psychologiquement, car il oblige l'homme à reconnaître sa propre propension à l'intolérance. Enfin, vient le 18e degré, celui de la Rose-Croix. C'est le pivot. L'initié revêt les habits d'un martyr, revit symboliquement la passion du Christ, et surtout, apprend à mourir symboliquement pour renaître. Les symboles sont violents. Croix, rose ensanglantée, calice. Mais l'enseignement est limpide. L'homme doit apprendre à pardonner, même à ses bourreaux. C'est ici que se joue la véritable transformation. Ce n'est plus une question de discipline ou de justice, mais de mort et de renaissance intérieure. Des récits contemporains évoquent des effets troublants. Certains initiés parlent d'hallucination, d'une impression d'être suivis par une présence invisible, d'un changement brutal de perception du monde. Dans des journaux privés du 19e siècle, on retrouve des phrases cryptiques comme « Depuis ma réception Rose-Croix, je vois dans les rêves un temple de lumière qui s'écroule chaque matin. » Était-ce une simple métaphore spirituelle, ou bien la trace d'une expérience plus profonde, plus inquiétante? Car le 18e degré ne se contente pas de transmettre une morale. Il exige une métamorphose. L'initié qui refuse de pardonner, qui ne parvient pas à sacrifier son orgueil, échoue. Mais celui qui traverse l'épreuve devient un autre homme, ou, comme le disent certains textes, un homme dépouillé de son ancienne peau. C'est à ce stade que la franc-maçonnerie cesse de ressembler à une école morale pour se rapprocher d'un rituel initiatique archaïque. Les parallèles avec les mystères antiques, dionysiaques, orphiques, mithriaques, sont troublants. Dans tous, l'initié est confronté à la mort, à la souffrance, puis renaît comme un être nouveau. Mais une inquiétude plane. Ces morts symboliques ne sont-elles pas des répétitions préparatoires à une mort plus réelle, plus définitive? Certains auteurs occultes affirment que les degrés supérieurs mettent en jeu non plus l'imaginaire, mais l'âme elle-même.
L'homme qui sort du 18e degré est censé être libre par le pardon. Mais cette liberté n'est qu'un piège, car déjà se profile la suite, une séquence de grades où l'autorité devient militaire, où la discipline se fait implacable et où l'ombre du pouvoir s'étend sur chaque geste. Le rideau ne s'est pas refermé. Au contraire, la véritable pièce s'apprête à commencer. En 1921, un haut fonctionnaire français, initié jusqu'au 30e degré, disparut sans laisser de traces. Ses archives furent retrouvées intactes, mais chaque page portant le mot « Kadosh » avait été arrachée, comme si une main invisible avait voulu effacer toute preuve. L'enquête officielle conclut à une fuite volontaire. Pourtant, dans les notes de sa loge, une phrase glaçante subsiste. Il a vu ce que nul ne devait voir. Ce cas, rarement mentionné, illustre une vérité inquiétante. À partir du 19e degré, la franc-maçonnerie n'enseigne plus seulement la morale ou la philosophie, elle confronte à l'exercice réel du pouvoir et au poids qu'il impose. Les degrés 19 à 23 forment la première marche de cette séquence. L'initié devient gardien des rituels et des archives. On lui confie le soin de veiller à la pureté des cérémonies, à l'exactitude des gestes, à la préservation des documents secrets. Officiellement, cela ressemble à une fonction d'intendant. Mais en réalité, c'est un poste d'observateur. Ces grades forment des inspecteurs silencieux qui surveillent les loges, notent les écarts, consignent les fautes. La discipline se fait implacable. Un geste mal exécuté, une parole déplacée, et le frère est rappelé à l'ordre. Le temple devient une prison de précision, où rien n'échappe au regard. Au degré 24 à 27, l'initié franchit un cap. Il ne se contente plus de surveiller, il administre. On lui enseigne la gestion des ressources, la discipline du travail, la loyauté dans la distribution des charges. Mais ce langage administratif dissimule une leçon plus sombre. Celui qui commande doit parfois sacrifier. Dans certains rituels, des mises en scène d'accusation et de condamnation rappellent que l'autorité implique de choisir qui doit tomber pour que l'ordre survive. Le frère apprend que gouverner, c'est parfois trancher dans le vif. Puis viennent les 28e et 29e degrés, associés à la science de la lumière et à la philosophie naturelle. Ici, les symboles deviennent cosmiques. L'initié contemple les astres, apprend que les lois de la nature reflètent celles de la loge. Des textes anciens évoquent des expériences étranges. Méditation devant des miroirs étoilés, calcul de trajectoires célestes, prières murmurées en silence devant des figures géométriques. Le but officiel est de relier la science et la morale. Mais une question obsédante surgit. Si l'univers est un temple, à qui appartient-il? Et si la lumière est une science, qui en est le véritable détenteur? Enfin, le 30e degré, le plus redouté, celui de chevalier Kadosh. Ici, l'initié ne joue plus un rôle symbolique, il devient un guerrier de la vérité. On lui enseigne le courage, l'indépendance, la révolte contre la tyrannie. Mais la cérémonie est brutale. Certaines traditions rapportent que l'initié doit franchir une salle obscure où des épées pointées surgissent des ténèbres. Le message est clair. Celui qui se proclame défenseur de la justice doit accepter le risque de mourir à chaque instant. Le terme « kadosh » signifie « saint ». Pourtant, rien ici n'a la douceur de la sainteté. Ce degré forge un soldat de l'ombre, prêt à affronter les puissants
et à subir la solitude des hommes qui refusent de se soumettre. C'est un point de non-retour. À ce stade, l'initié a traversé la morale, la discipline, le sacrifice, et il se tient désormais au seuil du pouvoir nu, dépouillé de ses masques. Des témoignages internes suggèrent que certains frères, parvenus au 30e degré, sombraient dans une forme de paranoïa. Ils affirmaient être suivis, écoutés, manipulés par une force silencieuse. Était-ce la pression psychologique de l'initiation ou l'effet d'un savoir trop lourd pour l'esprit humain? Les loges officielles nient ces récits, mais les fragments conservés dans les archives laissent planer un doute insupportable. Car une vérité se dessine. Les degrés 19 à 30 ne forment pas seulement des administrateurs, mais des juges, des surveillants, des guerriers. Le temple n'est plus intérieur, il s'étend dans la cité. L'initié devient responsable non seulement de lui-même, mais des autres. Ses décisions ne concernent plus sa conscience, mais des vies réelles. C'est pourquoi ces grades sont entourés de silence. Ils transforment l'homme en une arme. Et pourtant, ce n'était pas la fin. 3 marches restaient à gravir. 3 degrés qui ne sont presque jamais expliqués et dont les rituels officiels sont volontairement vagues. 3 étapes où le mot « pouvoir » disparaît, remplacé par un autre, plus inquiétant, « silence ». L'homme qui atteint le 30e degré se croit au sommet, mais il se trompe, car au-delà s'ouvre un territoire où il n'y a plus d'enseignement, plus de symboles clairs, seulement une présence que peu décrivent et que presque aucun ne supporte longtemps. En 1877, un frère du 31e degré écrivit dans son journal intime « J'ai vu l'ordre nu, sans ses symboles, sans ses voiles, et je sais désormais pourquoi on nous ordonne de nous taire. » Quelques semaines plus tard, il mit fin à ses jours. Ce cas, longtemps classé comme une simple tragédie personnelle, soulève une question troublante. Que découvre-t-on réellement dans les 3 derniers degrés de la franc-maçonnerie? Officiellement, il ne serait qu'honorifique. Mais les témoignages hurent, les fragments d'archives et les silences mêmes des loges laissent deviner une vérité plus lourde, plus sombre. Le 31e degré, celui de grand inspecteur inquisiteur, n'a rien d'une récompense. C'est une fonction implacable. Vérifier, analyser, disséquer. Le frère devient un œil froid, chargé de contrôler les rituels, de passer au crible les finances, de mesurer la discipline. Tout est consigné, tout est classé. Ici, la morale se mue en mécanique. Certains parlent d'un tribunal invisible, où chaque geste est pesé sans appel. Celui qui entre dans cette fonction découvre qu'il n'y a plus de place pour la complaisance. La vérité, qu'elle soit cruelle ou insoutenable, doit être dite. Et c'est précisément ce qui brise certains hommes. La clarté absolue. Au 32e degré, sublime prince du secret royal, l'initié doit rassembler tout ce qu'il a appris. Ce grade est décrit comme une synthèse, un tissage des fils épars. Mais le mot qui revient sans cesse est équilibre, justice et miséricorde, pouvoir et humilité, savoir et silence. Les rituels placent l'initié face à un miroir, parfois littéral, parfois symbolique. On lui demande « Que vois-tu » S'il répond « Moi », il a échoué. Car le but n'est pas de se contempler, mais de voir au-delà, de reconnaître que l'homme n'est rien s'il ne s'inscrit pas dans un ordre supérieur. Et enfin, le 33e degré, souverain,
grand inspecteur général. Les documents officiels insistent. Ce n'est pas une récompense, mais un fardeau. Le frère qui y accède devient gardien, non pas maître d'un secret, mais prisonnier de celui-ci. À ce stade, il ne reçoit pas de nouvelles connaissances formulées en mots. On lui impose plutôt une tâche: garder le silence, contenir ce qu'il sait, transmettre non par discours, mais par exemple. Il devient une présence, un modèle de discipline intérieure. Mais derrière cette définition sobre se cache une rumeur. Certains affirment que le 33e degré révèle non pas une vérité nouvelle, mais une absence. Que l'initié découvre qu'il n'y a pas de grand secret, pas de révélation ultime. Seulement un vide, un gouffre où toutes les certitudes se dissolvent. C'est là la véritable épreuve. Supporter le néant. Accepter que tout ce chemin n'est conduit qu'à une porte qui ne s'ouvre pas. D'autres, au contraire, prétendent que cette porte existe bel et bien. Qu'au 33e degré, dans un rituel dont les détails varient, mais dont l'effet est toujours le même, on fait comprendre au frère qu'il a désormais accès à un plan supérieur, non pas par des mots ou des images, mais par une expérience intime, parfois décrite comme une confrontation avec l'architecte de l'univers. Or, ceux qui en parlent ajoutent toujours une phrase étrange: ce que j'ai vu n'avait rien d'humain. Entre vide et révélation, le 33e degré reste une énigme. Peut-être que la vérité se situe ailleurs, dans le fait que l'initié comprend enfin que le véritable temple n'est pas celui des pierres, ni celui des loges, mais celui qu'il a bâti en lui-même. Chaque outil, chaque symbole, chaque serment n'était qu'une pierre de cet édifice intérieur. Et ce temple-là, une fois achevé, ne peut être contemplé par personne d'autre que lui. C'est pourquoi le 33e degré est dit silencieux. Il ne donne pas de mots, il retire les mots. Il ne livre pas un secret, il impose le poids du non-dit. L'initié qui y parvient n'est plus un élève, ni un juge, ni un chevalier. Il devient un gardien invisible, un veilleur dans la nuit, un témoin du fait que la quête de la perfection n'a pas de fin. Car telle est la conclusion, et peut-être le piège ultime. La perfection n'est pas un sommet, mais une marche éternelle. Celui qui croit être arrivé se trompe déjà. Celui qui croit détenir la vérité n'a fait qu'effleurer un voile. La franc-maçonnerie, avec ses 33 degrés, ne promet pas un trône. Elle offre un labyrinthe. Et au cœur de ce labyrinthe, il n'y a pas de centre, seulement une énigme. Alors, une question demeure, suspendue comme une lame au-dessus de chaque initié, mais aussi de chaque profane qui ose se pencher sur ce mystère. Et si le véritable secret n'était pas ce que l'on découvre, mais ce que l'on accepte de ne jamais savoir ?